C'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici, même si effectivement on a une réunion avec TRT5 tous les 2 mois. On a commencé une réunion un peu semblable avec les associations immunodéprimées maintenant, et avec l'idée d'essayer de fusionner parce qu'on pense qu'effectivement c'est extrêmement important qu'on travaille ensemble. Chaque fois, pendant les réunions qu'on a tous les 2 mois, il y a plein de sujets que ça nous permet aussi d'approfondir nos réflexions. Parfois, ils nous poussent en disant ça va pas, et je pense que c'est important. En tout cas, merci, c'est un plaisir d'être là. Alors, donc, on m'a demandé de faire la représentativité des publics cibles. Je vais parler surtout des femmes, mais comme l'a dit Céline au départ, il y a la question de l'AME, parce qu'on a eu beaucoup de réflexions, de discussions avec vous, avec la DGS. Donc, du coup, je vais faire un point rapide là-dessus. Alors, avant de parler de la représentativité des femmes, je pense que c'est important de dire qu'il y a bien sûr plusieurs facteurs qui impactent la parité dans les projets de recherche. Et il y a un certain nombre de facteurs, notamment dans le VIH, ou dans les hépatites, ou encore plus peut-être dans les IST. Il y a le mode de transmission des pathogènes, il y a les pratiques à risque, il y a les problématiques des femmes en âge de procréer, il y a le fait qu'il y ait des informations et des messages qui sont des préventions ciblées, qui diffèrent, et l'accès aux soins. Donc il faut savoir d'emblée, je le mets d'emblée avant de rentrer dans les détails, qu'il y a des facteurs qui contribuent en pratique à une inclusion majoritaire parfois des participants masculins, et il faut l'avoir en tête. Alors, la première chose qu'on a mis ici, c'est l'historique des essais vaccinaux VIH promis par l'ANRS et par l'INSERM. Alors, il ne faut peut-être pas regarder le premier parce que c'était exclusivement des femmes. Mais vous voyez le pourcentage des femmes et là, sauf... alors, je ne sais pas si j'arriverai à... Non, mais en tout cas, vous voyez l'ANRS Light, où ça s'adresse aux personnes vivant avec le VIH, où le pourcentage de femmes est plus bas. Dans les autres, vous voyez, ça va de 25 à 48% de femmes inclus. Pourtant, alors, on est allé chercher un peu les affiches. Vous voyez qu'on n'a pas l'impression, en tout cas, que le visuel ait un impact sur la représentativité. Alors, j'ai regardé un peu, donc ça, c'est l'équipe du département de recherche clinique qui a préparé ça. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ce qui est marqué en bas ? Mais en tout cas, peut-être qu'il faut... Et je me suis dit, peut-être qu'il faut qu'on travaille un peu plus là-dessus. Là, c'est l'historique des études VIH. Alors, en orange, vous avez les essais cliniques, et en bleu, vous avez les cohortes et les études éventuellement physiopathes. Surtout, il ne faut pas mélanger, parce que sinon, Dominique va nous engueuler. Et vous voyez le pourcentage total des femmes. Alors, vous voyez que dans les essais cliniques, c'est plus faible. C'est aussi parce que les cohortes et les études physiopathes ont d'autres objectifs. Et là, surtout, regardez à la fin où on a l'impression qu'il y a peut-être une augmentation, notamment dans les essais cliniques. J'ai bien mis les nombres pour dire qu'il faut faire attention quand même de quoi on parle. Et là, on a essayé aussi de faire en fonction des patients, des femmes dans les essais des patients qui sont naïfs de tout traitement et les essais participants pré-traités. Alors, bon, il faut faire attention parce que l'étude où il y a 85%, c'est une étude qui a été faite en Afrique subsaharienne, où c'est sûr que là, on mélange en plus ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les pays à ressources limitées et intermédiaires en général, et en Afrique subsaharienne, où ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que quand on regarde tout ça, bon, globalement, on peut dire que la proportion est faible, mais attention à comment on évalue. Vous voyez comment l'impact de l'épidémie en Afrique ou en France impacte, comment les pré-traités, les patients historiques où il y avait beaucoup plus de HSH, incluaient beaucoup plus d'hommes.
Pour les hépatites, peut-être que c'est un peu différent. Alors, ça, c'est en 2023 hein, uniquement. Il y a eu un essai clinique hépatite, 31% de femmes. Les cohortes 2, 36% de femmes. Sur les maladies infectieuses émergentes, là, bon, je vais pas dire grâce, mais je vais dire à cause de Covid, il y a eu beaucoup d'études. Mais là, vous voyez que peut-être, là, on n'a pas du tout la même épidémiologie, etc. C'est 44%. Pour les IST, vous voyez, c'est 2%. Mais ça, parce que effectivement, même si c'est 2 études, et enfin pour la tuberculose, c'est 65%. Donc, ces diapositives vous donnent une idée, mais en disant, vous voyez, c'est très hétérogène une pathologie d'une étude, enfin d'un pathologie à l'autre, parce que l'épidémiologie change. C'est même à l'intérieur, c'est très hétérogène en fonction, est-ce que vous faites cette étude en France où l'épidémiologie de VIH est différente ou en Afrique. Mais ça montre aussi qu'il faut qu'on travaille et je reviendrai là-dessus. Je voulais faire deux finalement sous-présentations ici. L'un, c'est les femmes enceintes et deux, c'est les femmes en âge de procréer parce que probablement c'est des raisons aussi pour qu'on inclut pas assez de femmes enceintes. Alors là, bon, ça c'est Alpha Diallo qui a fait ça, je le dis, ça c'est les notions, enfin les études où l'inclusion des femmes ne pose pas de problème. C'est même une indication, c'est les femmes enceintes ou qui allaitent pour des troubles obstétricaux ou des problèmes liés à la grossesse. Donc c'est sûr que si c'est des problèmes liés à la grossesse, on peut faire les études que pendant la grossesse. Bon. Donc là, on dit qu'il n'y a pas de problème. Les essais qui portent sur les traitements expérimentaux qui répondent ou questionnent un besoin lié à la santé de la femme enceinte ou de fœtus qui n'a pas été complet. De nouveau, c'est un problème pendant la grossesse. Des essais qui sont destinés à améliorer les résultats pour la mère ou pour le fœtus par rapport à un traitement comparateur. Là aussi, on est d'accord. Quand il y a des études qui ont été réalisées chez les animaux, y compris les animaux en gestation, et qu'il existe des données. Ça, c'est un peu ce qui a été dit historiquement. Mais, et là, je pense vraiment qu'il faut qu'on change complètement ce qu'on pense sur l'inclusion des femmes enceintes dans les essais. Il faut renverser la table. Pendant la pandémie Covid, alors, bon, ça c'est un autre sujet, on reviendra un autre jour, il y avait 621 000 essais enregistrés par l'OMS, donc 927 en lien avec Covid. Et quand vous regardez ces essais, vous voyez qu'il y a 52% qui explicitement excluent les femmes enceintes et 40% qui n'en parlent pas. Il y a 16 essais qui sont spécifiques de la femme enceinte, dont seulement 3 essais. Et ça, c'est d'une manière générale, on exclut les femmes enceintes des essais. Et il y a eu l'année dernière, alors je me suis retrouvé là-dedans, c'est le Vatican qui organisait ça, avec l'OMS, Vatican et l'OMS sur l'inclusion des populations clés, les femmes et les enfants, dans la recherche. Et en fait, il y a quelqu'un qui a présenté cette diapositive qui montre le délai entre quand le FDA dit qu'un traitement est autorisé et les premiers résultats publiés en pharmacocinétique chez la femme enceinte. Et regardez par exemple pour le TAF, 6 ans et demi. Regardez pour les Faviens. Alors les Faviens, on comprend parce que c'était contre 12 ans. Le problème, c'est que par ailleurs, il y a beaucoup de femmes enceintes entre-temps qui prennent ces médicaments. Hein. Donc ça, c'est une anomalie très importante. Ça veut dire on exclut la femme enceinte, mais en pratique, la femme enceinte, vous allez voir, de toutes les façons, par la force des choses, parce qu'on ne sait pas forcément qu'elle est enceinte, prend le médicament, et par ailleurs, on n'a aucune donnée. Jamais. Et ça, c'est ce que dit cette diapositive. Pourtant, dans la vraie vie, 60 à 80% des femmes prennent au moins, femmes enceintes, un médicament sur ordonnance au cours du premier trimestre, 90% à un moment de la grossesse,
Et en moyenne, 3 médicaments par grossesse et 4 médicaments par lactation. 90%, 98% même des médicaments qui sont donnés ont des données insuffisantes pour déterminer le risque de tératogénicité. Donc en gros, moi je dis il ne faut pas, parce que je ne veux pas prendre de risque, mais en fait, tout le monde continue à subir le risque. Simplement, nous, on se lave les mains en disant, moi, je ne veux pas prendre. D'ailleurs, c'est général dans notre société. À partir du moment où ce n'est pas moi qui prends le risque, laissons le risque courir. C'est là où il faut vraiment changer des choses, et l'inclusion de la femme enceinte dans un essai clinique dépendra de la gravité de la maladie pour la femme et pour le fœtus, le bénéfice de traitement, quelle population bénéficie, si ce traitement a une toxicité non prouvée, mais avec un bénéfice certain, si la mère n'est pas traitée, c'est quoi le risque pour elle, c'est quoi le risque pour le fœtus, etc., etc. Et je ne vais pas faire tout ça, mais en gros, alors ça c'est la situation où moi je suis confronté en 2014 avec l'Ebola. Énorme confrontation entre les ONG et les institutions et les labos pharmaceutiques sur l'inclusion de la femme enceinte. Énorme. Quasiment des engueulades. Ça, c'est ce qui est habituellement fait. Phase 1, pas de femme enceinte inclue. Phase 2, non plus. Phase 3, peut-être. Ce qu'on pense vers quoi il faut y aller, phase 1, ok, non, sauf si la maladie est très grave. Phase 2 et 3, possible, notamment lorsque le rapport bénéfice-risque, notamment des données animaux, sont en faveur, et phase 3, oui. Il faut vraiment changer de réfléchir comme on le faisait. L'autre problème qu'on a, c'est pas les femmes enceintes, mais les femmes en âge de procréer qui sont systématiquement, alors on n'exclut pas, mais on met tellement de barrières que c'est pas possible. Donc du coup, ils sont sous-représentés dans les cohortes en France et dans les essais cliniques. 35% des personnes VIH sont des femmes, alors qu'elles représentent moins de 15% des participants aux essais cliniques. Donc, pourquoi ? Parce que on veut minimiser les risques avec des mesures de prévention, avec des tests de grossesse à répétition, avec des méthodes contraceptives. Alors, moi, je me rappelle, parce que je suis toujours d'ailleurs clinicien, double méthode de prévention pour pouvoir inclure dans les essais cliniques, sinon ça ne marche pas. Double méthode. Mesurer... alors, et du coup, ça peut constituer un frein au recrutement des femmes. Et par ailleurs, parfois, il y a même une contre-indication entre certains traitements et certains contraceptions. Donc, vraiment, à la NRS, et mieux, on s'est mis dans ça pour essayer vraiment de travailler sur un papier sur l'impact général, et sur l'inclusion des femmes et des femmes enceintes dans les essais cliniques. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et par ailleurs, je voulais vous dire, normalement, on ne peut pas inclure les femmes enceintes, les femmes en âge de procréer dans les essais cliniques, mais par exemple, je vous mets cette étude. Alors ça doit être une étude de Gilead, je suppose. Et finalement, à la fin, il y a 16% des femmes qui sont quand même enceintes pendant l'étude. Donc, de nouveau, on dit que non, mais à la fin, c'est ce qui arrive. Alors, donc, d'une manière générale, quelle stratégie ? Je vous ai dit, c'est un mouvement général. C'est un mouvement général. Je vous ai parlé de Vatican. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi c'était Vatican, mais il y avait tout le monde dans cette réunion et c'était vraiment un Vatican. Et en fait, en tout cas, l'OMS pousse à ça. Le FDA, vous avez vu, vraiment a lancé des trucs. Je ne sais pas si l'ANSM a fait ça d'ailleurs. La FDA a fait des choses envers les promoteurs et acteurs de recherche clinique pour plus inclure les femmes. Et il y a un certain nombre, bon là j'ai marqué quelques lignes, le FDA encourage le recrutement de femmes enceintes et de mères allaitantes dans les phases 3, les essais cliniques de phase 3, et la FDA recommande la réalisation précoce des études de toxicologie
afin de permettre aux femmes enceintes de participer aux essais cliniques. Donc, c'est des choses qui sont en train de faire. Là, juste pour vous dire comment on change, l'ANRS a lancé une étude, un essai clinique randomisé pour évaluer l'efficacité de tecovirimat chez les personnes atteintes de Mpox, avec des formes modérées, avec les Suisses, les Brésiliens, les Argentins, les Africains. Et en fait, vous voyez, j'ai souligné, j'ai fini. Ah non, il y a l'AME. J'arrive. Donc, la femme, et voilà ce qu'on a noté sur la femme enceinte. Et il y a maintenant, je vais passer vite, on est vraiment en train de travailler sur ce cadre réglementaire pour sensibiliser et pour informer, tout en évaluant le bénéfice-risque. Il ne faut pas faire n'importe quoi, et tout en demandant des données précoces de pharmacologie chez l'animal. Alors, comme je suis poussé d'or, donc je vais parler 2 mots de l'AME, non mais c'est un sujet important parce qu'on a beaucoup discuté. Alors, rappel des statuts, donc ça je passe parce que vous connaissez, probablement plus que moi. Ça rappelle, c'est quoi l'AME, d'accord? Là, c'est l'AME de recherche clinique. Et là, c'est l'article de je ne sais pas quoi, où c'est noté, à titre dérogatoire, le CPP peut autoriser une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime à se prêter à des recherches. Cette autorisation est motivée, elle doit se fonder au moins sur une condition suivante, l'importance de bénéfices pour ces personnes. Ces recherches se justifient au regard de bénéfices pour d'autres personnes se retrouvant dans la même situation juridique. Donc à partir de là, des demandes de dérogation ont été faites et souvent acceptées par les CPP. Moi, je me rappelle d'une étude tuberculose où vraiment on a essayé de pousser, on a réussi. Problème. C'est la nouvelle réglementation européenne. Et là, ça dit dérogation impossible pour les essais. Alors, il y a toujours une dérogation qui reste possible pour les études non couvertes, mais on a un problème avec ça. On a pour le moment un problème avec ça qui est récent, qui nous embête. Je ne dis pas le contraire. Alors, on a beaucoup, Dominique le sait, on a beaucoup de combats actuellement, mais des combats où on est ensemble, hein, avec la Commission, mais avec l'EMA qui est de notre côté pour essayer de faire avancer, d'une manière générale, la cohésion des essais cliniques en Europe. Mais on a beaucoup, alors je ne sais pas où il est Christophe, mais on a beaucoup parlé avec Christophe là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup, c'est ça la raison. Voilà. Mais il faut que la lutte continue, en tout cas. Voilà. Je voulais quand même finir par dire, j'ai beaucoup parlé des essais cliniques, etc., mais on a quand même beaucoup de recherches autour des sciences sociales et de santé publique, et dans ces domaines-là, les publics cibles sont au cœur de nos projets, et il faut que ça continue. Alors, je ne vais pas détailler tout, mais juste, c'est ça le message. Voilà, je vous remercie et je remercie tous les gens, dont un certain nombre sont dans la salle, qui m'ont aidé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yazdan. On va prendre 1 ou 2 questions. Christophe ? Oui, merci pour la présentation sur l'AME. Ce qu'on a vu, du coup, nous, c'est qu'en fait, le règlement européen, il avait été traduit dans la législation française et que la législation française, maintenant, pour les essais sur le médicament, supprime la dérogation permettant la participation des personnes bénéficiaires de l'AME. Alors, dans le règlement européen, apparemment, a priori, c'est pas inscrit comme ça. Nous, on n'a rien trouvé. En plus, l'AME n'existe pas à l'échelle européenne, donc voilà. Oui. Donc voilà, plus d'essais sur médicaments pour les personnes bénéficiaires de l'AME et on va continuer du coup à essayer d'éclaircir ça parce que c'est vrai que ça pose des problèmes ensuite aussi justement en termes de représentativité de la recherche mais aussi d'accès tout simplement à l'innovation. Voilà. Mais justement, Christophe, je pense que la raison pour laquelle il y a ce problème au niveau européen, c'est que l'AME n'est pas dans tous les pays. Donc il part dans une autre catégorie. Et je pense qu'effectivement, moi je ne savais pas ça, hein, mais c'est compte tenu du fait, ça fait partie des choses que vous voyez,
le travail TRT5, c'est important parce que c'est eux qui nous ont commencé à piquer. Et moi, en tout cas, j'ai compris ça. Mais je pense que là, il faut qu'on retourne vers le MA et il faut qu'on avance. Parce qu'à mon avis, c'est comme tu viens de le dire. Comme l'AME n'existe pas dans d'autres pays, le truc global exclut les AME. On imagine qu'il y a des dispositifs similaires dans d'autres pays Ouais, pas toujours, non. C'est pas sûr. Je pense que En Hongrie, Inès, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. La Catherine. Moi, j'ai une interrogation sur. Je fais partie d'un CPP et on est souvent confronté à ces histoires de personnes enceintes ou allaitantes. J'ai le sentiment que les porteurs de protocole, ils ne se posent même pas les questions, ils excluent sans se demander même les raisons. Et je me demande aussi s'il n'y a pas un lobby à faire du côté des assureurs, parce qu'effectivement, je pense que c'est eux aussi qui doivent mettre ou des clauses impossibles ou en tous les cas de limiter par peur de... mais dans les études qu'on voit où c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec des médicaments ou des machins comme ça, exclusion des femmes allaitantes, tu te dis mais est-ce qu'ils ont réfléchi ça serait quoi le problème d'une femme allaitante pour répondre à 2 questionnaires? Non, mais je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. 1, les chercheurs. C'est les premiers qu'il faut viser. 2, les CPP et les ministères, parce que je pense que c'est culturel. Il faut complètement changer les mentalités, et ça va prendre du temps. Et même les CPP, je suis sûr. Et 3, vous avez raison, les assureurs. Mais après, les assureurs, ça dépendra aussi des textes qui vont. C'est pour ça que je pense que, je ne sais pas si, je ne vois pas des gens de la NSM, mais je pense que c'est un travail à faire. Et ça, c'est le genre de travail, à mon avis, il faut vraiment faire avec TRT5. Parce que là, ça nous donne une... Tu vois, si on devait... je ne sais pas, peut-être que cette journée, c'est aussi le lieu de dire, tiens, on va faire ça ensemble. Mais ça, il faut le faire ensemble. Sur la simplification juridique, elle n'était pas d'accord avec moi, mais sur ça, elle est là. Merci beaucoup, Yazdan. Juste un petit commentaire, c'est que tu parlais des femmes, justement, les femmes en âge de procréer, dans les études de phase 2, par exemple. En tout cas, tu dis que les choses sont en train de changer, c'est réellement le cas. En Afrique du Sud, cette question-là ne se pose pas de la même manière que dans nos pays, et on recrute des femmes sans problème dans des essais cure de phase 2. Donc c'est incompréhensible aujourd'hui qu'en Europe, on n'ait pas un peu bougé là-dessus, si tu veux. Non, mais je suis d'accord. Ils sont en avance là-dessus. Après, si tu veux, sur l'épidémie de VIH, ils ont complètement une autre épidémie. Donc, quelque part, ils se sont confrontés à ce problème depuis bien longtemps. Et donc, tu vois, je pense que... Mais en tout cas, ils sont en avance. Oui, le constat, je suis d'accord. Merci infiniment, Yazdan.